Et bien voilà, deuxième député, après Benoît Borda, en face de moi, Didier Paris. Alors Didier Paris, comme vous le savez, j'habitais à Beaune. Je le connais depuis de nombreuses années. Ça a été, quand il a fallu que je fasse un stage pour Cap Emploi, ça a été le premier à me dire « Eh bien, viens chez moi, il n'y a pas de problème ». Donc il m'a fait confiance. Et moi, cette fois-ci, je voudrais qu'il nous parle un petit peu d'un petit bilan, de ce qui va advenir pour la rentrée, tout ça. Bonjour Didier. Bonjour Sylvie, bonjour. Merci d'avoir introduit le sujet comme ça, parce qu'en réalité, tu parles de Cap Emploi. Oui. Et l'emploi, c'est un élément déterminant, puisque nous avons la chance d'être ici dans une circonscription où l'emploi se porte bien. Il y a moins de 4% à Beaune et en Côte d'Or, un chiffre correct, mais il n'empêche que nous avons des populations qui souffrent. L'actualité avec les Restos du Cœur en est une claire démonstration. Et il faut toujours être vigilant sur quoi? Sur le partage de la valeur. Sur le fait que rien ne peut se faire sans la création de valeur. Et la création de valeur, ça part des entreprises, ça part de l'activité économique, ça part de l'emploi, ça part aussi bien sûr de l'emploi public. En tout cas, nous sommes dans un monde où contrairement à ce que certains mouvements politiques, et je pense en particulier à LFI, aimerait porter ressentiment de la paresse et que tout est donné et que l'État doit pourvoir à tout. Non, l'État doit jouer son rôle, mais les collectivités aussi, et les efforts doivent être largement partagés. Ça m'amène à un petit retour sur le passé. L'actualité a été forte, évidemment, l'an dernier, et essentiellement liée aux retraites. Je ne ferai injure à personne en rappelant à quel point c'était compliqué, à quel point politiquement difficile. Ce que j'ai regretté dans cette situation, c'est que beaucoup de personnes n'ont vu la réforme qu'à travers leur propre prisme et à travers leurs propres difficultés personnelles. C'est compréhensible, mais en même temps, nous ne pouvions rester dans un système d'une injustice flagrante et totalement en risque par rapport aux années à venir. Des milliards d'euros de déficit qui se creusaient. J'ai d'ailleurs le sentiment qu'aujourd'hui, la réforme de retraite, si elle n'est pas complètement admise, est mieux comprise et qu'un certain nombre de nos concitoyens, finalement, auront la chance d'avoir une retraite à un niveau qui n'aura pas baissé et qui aura plutôt augmenté, et une garantie qu'auparavant, ils n'auraient pas eu nécessairement. Donc ça a été une grosse actualité politique, avec beaucoup d'autres éléments. Plus récemment, je me suis occupé des problèmes de justice, puisque finalement il se passe beaucoup de choses à l'Assemblée nationale. Franck Riester récemment a rappelé que nous avons voté 49 lois. 49 lois, c'est énorme depuis l'an dernier. Et finalement, sur ces 49 lois, seulement 2 ont donné lieu à la sortie du 49.3. 49-49-3. C'est un hasard qui veut bien dire son nom, c'est-à-dire qu'en réalité, nous arrivons à trouver des équilibres à l'Assemblée. Pour ma part, je me suis récemment occupé des lois sur la justice. J'ai d'ailleurs communiqué tout récemment sur les évolutions absolument fondamentales, parce qu'en réalité, on revient très loin. Ça ne veut pas dire que tout est revenu à l'équilibre, loin s'en faut, mais que jamais des efforts aussi importants n'ont été faits pour la justice. Rien que pour la cour d'appel de Dijon, c'est 80 postes en plus, sans compter la réorganisation des services, sans compter une forme de décentralisation, sans compter une forme de simplification des procédures, y compris en matière civile, en matière pénale. 80 postes de magistrats, greffiers et attachés de justice en plus, ça n'a évidemment jamais eu lieu, et je m'occupe de ça. Je continue puisque nous aurons une commission mixte paritaire dans peu de temps. La fin de l'année va être consacrée à des sujets d'importance, sans doute la fin de vie. La fin de vie qui reste un sujet à traiter, je m'en suis beaucoup occupé, je suis dans un groupe d'études sur ce sujet-là, je suis même récemment allé en Suisse, en Belgique, pour faire des éléments comparatifs sur la manière dont ils abordent les choses. C'est un sujet difficile, délicat, qui touche intimement chacun d'entre nous, donc qui ne peut pas être géré comme ça. Il y a une convention citoyenne qui a produit des résultats très intéressants, qui oscille entre une partie des gens qui souhaiteraient ne rien faire et une autre partie qui souhaiterait aller soit au suicide assisté,
soit à l'euthanasie sont deux concepts différents et deux modalités différentes. Nous verrons bien, la discussion doit se poursuivre. Au-delà, nous avons la loi de partage de la valeur, j'y reviens, j'avais commencé, je vais presque en finir par là, la loi de partage de la valeur qui est essentielle à mes yeux. On a fait une réforme du chômage, on a fait une réforme du code du travail, il faut maintenant faire mieux partager la valeur. Il n'est pas concevable en France aujourd'hui qu'un citoyen, qu'une personne qui travaille et qui travaille puisse ne vivre qu'avec 1100 ou 1200 euros par mois. Tout le monde comprend à quel point c'est difficile. C'est un effort qui doit être fait, pas seulement par l'État, évidemment par l'État sur les impulsions qu'il me donnera, mais un effort important qui doit être fait par les entreprises, par le jeu des syndicats qui parfois est un peu faible et qui doivent donc se remettre autour de la table sur ces questions-là. Faisons en sorte que le travail reste une des valeurs fondamentales de notre République et que cette valeur fondamentale fasse l'objet d'une meilleure répartition. C'est un sujet majeur à mes yeux. Bien sûr, nous aurons aussi le budget. Nous sommes dans une situation où finalement, entre les gilets jaunes d'abord, puis le Covid, puis un certain nombre d'éléments comme ça, beaucoup de Français ont considéré que l'argent était magique. Or, l'argent n'est pas magique. Or, le budget de l'État n'est pas sans fond. Or, nous devons maintenant continuer à faire les actions de solidarité qui sont les nôtres, continuer à avoir notre action pleine et entière dans tous les domaines, que ce soit la recherche, l'éducation, la santé, l'autorité, la justice, la police et le reste, ce que nous faisons, ce que nous n'avons jamais manqué de faire, mais encore faut-il quand même assurer une rigueur budgétaire qui fasse que le budget de la France ne se trouve pas en mauvaise posture. Ça n'est pas le cas, mais veillons-y. Maintenant, il faut aussi que chacun prenne la part de ce problème qui est central. Voilà, c'est le travail d'un député que je qualifierais de moyen, un député moyen, qui essaie d'être à l'Assemblée nationale et qu'il est beaucoup, qui essaie dans sa circonscription et qu'il est beaucoup. J'étais ce matin avec le préfet de Côte-d'Or pour terminer, le sous-préfet avec la profession viticole, puisque je préside aussi une association nationale des élus de la vigne et du vin avec 400 collectivités, et nous étions ensemble sous l'impulsion du préfet et de ma profession à travers la CAVB, en train de signer une convention sur l'accueil des vendangeurs saisonniers. Nous avons 25 000 vendangeurs qui viennent tous les ans nous aider aux vendanges. Heureusement, nous vendangeons encore à la main, et c'est une des garanties de qualité que nous devons aux consommateurs, mais ça a un coût et ça a des conséquences. Et on voit bien que dans certains cas, les vendangeurs ne sont pas correctement accueillis, correctement accompagnés, en dépit d'efforts nombreux qui sont faits. Et donc nous avons, le préfet et la CAVB, on signe une convention d'expérimentation sur les communes de Moret-Saint-Denis, Chambol-Musigny et Gevrey-Chambertin pour accueillir plus dignement un certain nombre de vendangeurs. Voilà, c'est le genre de démarche que je dirais du quotidien qui occupe un député. Demain, je suis à la préparation du comice agricole de Pouilly-en-Auxois. Après-demain, je suis sur ma réflexion sur les petites villes de demain et celle qui va concerner Arnay-le-Duc est importante parce que c'est un secteur où on a besoin de redynamiser, y compris à travers la création d'une maison de santé. L'ensemble de ces sujets, avant même que les travaux de l'Assemblée nationale soient repris, occupent la vie et le quotidien d'un député. Ce que j'essaie de faire, c'est de le faire pour vous, pour les concitoyens, pour améliorer la situation à mon modeste niveau, encore une fois. L'État ne peut pas tout, le député évidemment encore moins. Chacun doit prendre une part des efforts nécessaires pour assurer une vie saine et la plus heureuse possible à la plupart de nos concitoyens. Merci et merci à toi Sylvie. Merci à toi Didier. Je voulais juste revenir un petit peu sur la circonscription, que tu nous parles un petit peu de ta circonscription en général. Voilà. Alors ma circonscription, c'est la plus belle de France, ça n'a échappé à personne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle est importante, elle compte presque 130 000 habitants, c'est tout ce qui est au sud de Dijon, et toute en limite du Jura d'un côté, de la Saône-et-Loire et de la Nièvre de l'autre. Elle est très importante parce qu'il y a toute la côte viticole et
je ne connais pas une circonscription de France qui puisse autant porter les valeurs et la marque Bourgogne que celle de Beaune, parce qu'en réalité, tous les crus viticoles, à l'exception de Marsanais, mais bon, on peut quand même le tolérer, qui est sur Dijon, tout le reste, c'est sur la circonscription de Beaune, c'est tout à fait essentiel. Et bien sûr, c'est une zone qui a ses difficultés économiques, mais quand même moins que d'autres. C'est une zone de culture, de patrimoine, de qualité, de valeurs professionnelles, d'enthousiasme, d'engagement. Puis à côté de ça, il y a toute la partie du Morvan que j'aime beaucoup aussi parce que c'est finalement une zone plus de tradition qui a un petit peu plus de mal à se développer parce qu'il y a beaucoup moins de population, chômage très bas mais parce que beaucoup moins d'actifs, parce que les choses sont plus compliquées. Dans ma circonscription, il y a 222 communes, c'est déjà très important. Il est difficile d'être partout en même temps, mais il y a des très gros potentiels. Et puis, l'autre partie, c'est la partie du Val-de-Saône qui a ses problématiques particulières, partie plus industrielle, plus en difficulté de reconversion, mais qui, je trouve, prend des bons virages. J'étais la semaine dernière avec Marlène Duparc, la maire de Saint-Jean-de-Luz, qui se trouve être ma suppléante, mais ce n'est pas pour cette raison. Avec elle, avec le préfet à nouveau, avec les élus du secteur pour continuer à travailler sur le fluvial et sur l'intérêt du fluvial au plan essentiellement économique, l'emploi, la structuration du territoire, la valeur et l'ensemble des sujets qui me concernent. Moi, dans ma circonscription, on est en période de rentrée. Évidemment, c'est l'éducation nationale. L'éducation nationale, nous avons quand même réussi une tour de force à perdre beaucoup d'élèves et beaucoup moins d'enseignants, c'est-à-dire qu'on diminue le nombre d'élèves par enseignant. Il faut reconnaître qu'il y a une vraie difficulté en France dans son ensemble, puisque de 2020 à 2027, ce sont 500 000 élèves qui ne seront plus présents dans nos écoles, 500 000 élèves. Alors je rappelle que ce sont les collectivités locales, les mairies qui s'occupent du primaire, les départements des collèges et les régions des lycées. Tout ça fait l'objet d'une discussion permanente. Je viens de recevoir encore ma dernière carte scolaire qui ne nous impacte pas négativement, mais c'est un vrai sujet. De la même façon que les sujets de l'autorité sont importants, les sujets de sécurité, de justice, je n'y reviens pas, de sécurité. Pour la première fois quand même, la dernière période de violence urbaine qu'on a connue, je ne vais pas dire traditionnelle, mais malheureusement qui arrive souvent à Dijon, pour la première fois, sont arrivés aussi à Beaune. Oui. À Beaune, nous avons eu, j'y suis allé le lendemain matin constater les dégâts avec le préfet, avec le maire de Beaune, quand même une tentative d'intrusion dans le commissariat, avec des abribus détruits, avec une boulangerie, la boulangerie du quartier Saint-Jacques, mise à mal. C'est pourtant la seule boulangerie du coin dans laquelle, je pense que quotidiennement, les jeunes qui l'ont fait ou leurs parents se servent. Donc c'est tout à fait incompréhensible. Il faut remettre la République là où elle est. Il y a des actes qui sont tout à fait inacceptables. Il y a des jeunes qui sont par trop livrés à eux-mêmes. Il y a une prise en compte familiale beaucoup plus forte qui doit être faite, une prise en compte de la société, une vision de l'autorité. Ça ne veut pas dire la prison, mais ça veut dire une vision de l'autorité qui doit être de plus en plus marquée. Et c'est très exactement ce que, sous l'impulsion du président de la République, Gérald Darmanin et d'autres s'attachent à faire. Donc moi je suis très sensible à ces questions parce que les questions de sécurité sont des questions... Il n'y a pas de liberté sans sécurité. C'est le premier des droits de l'homme, la sécurité physique, la sécurité pour nos biens, donc soyons-y très vigilants. À côté de ça, il y a un développement agricole qui est important. Notre agriculture se porte plutôt mieux aujourd'hui qu'elle ne s'est portée. On a bien négocié la PAC au niveau européen, les aides sont là, mais les agriculteurs, et les viticulteurs évidemment, mais les agriculteurs prennent en compte tous les changements climatiques et contrairement à ce qu'on dit beaucoup trop souvent, sont des vrais défenseurs de l'environnement et font un travail absolument remarquable. Les entreprises sont très puissantes dans notre région, ici sur le secteur de Beaune, mais pas que, sur l'axe central avec Buis-Saint-Georges, Gevrey-Chambertin, j'y suis souvent, et des entreprises
qui coûte que coûte maintiennent leur présence à Liernay, à Arnay-le-Duc, à Pouilly, dans le Val-de-Saône. J'en suis extrêmement satisfait. En résumé, c'est une circonscription qui est absolument passionnante, qui est superbe patrimonialement, qui est composée de gens extrêmement attachants auxquels il faut prêter l'oreille, il faut prêter attention, qu'il faut pouvoir aider, qu'il faut pouvoir accompagner, sans esprit misérabiliste, parce qu'au réel, le potentiel est là, il suffit parfois d'un petit coup de main, d'un petit coup de pouce pour me développer, et c'est déjà très largement le cas ici. Didier, merci pour ta gentillesse et ta fidélité. Merci pour cette interview. Et puis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Avec beaucoup de plaisir, Sylvie. Merci et j'espère que nos habitants continueront à vivre dans de bonnes conditions dans cet endroit absolument extraordinaire. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.